Bonjour à tous. Tous les ans, lors des Journées du patrimoine, des dizaines de millions de personnes se rendent dans les musées ou vont visiter des monuments historiques. Alors c'est quoi le patrimoine? Les spécialistes le définissent comme ce que nos prédécesseurs nous ont transmis et que nous transmettons à notre tour, et ce que collectivement nous choisissons de conserver. Alors je me suis demandé quel lien existait entre le patrimoine et les jeux vidéo. Je vous adore, je trouve que vous êtes incroyable. Oh Stéphane, vous me gênez. Dans le premier épisode de cette série, on va s'intéresser au patrimoine architectural et à la représentation des monuments historiques dans les jeux vidéo. Une première manière de découvrir le patrimoine, c'est de jouer avec dans les jeux de stratégie et de gestion. Dans les city builders historiques, les monuments retrouvent leur fonction initiale. Par exemple, dans Kaiser 3, on construit le Colisée ou le Cirque Maxime pour divertir notre population, pas pour les faire visiter. Petit problème, on peut en construire plusieurs, alors qu'il n'y avait qu'un Colisée et il était à Rome. Dans la série Civilisation, on peut construire des monuments historiques qu'on appelle des merveilles. Ils ne peuvent être construits qu'une seule fois et donnent des bonus à la civilisation qui l'a construite. Par exemple, dans Civilisation 5, construire Notre-Dame de Paris donne aux joueurs un bonus de bonheur et de foi. On retrouve, d'une manière détournée, la notion de patrimoine, puisque le joueur doit faire des choix de construction et de préservation en fonction de sa stratégie. Construire Notre-Dame de Paris sera utile si on vise une victoire religieuse. Alors que si on vise une victoire militaire, Notre-Dame de Paris, on s'en fout un peu. On retrouve aussi la notion de patrimoine, puisque les développeurs n'ont pas choisi les monuments au hasard. Dans le premier Civilisation, il y avait 21 merveilles, dans le dernier, il y en a 49. D'ailleurs, les merveilles étaient très occidentales, puis la franchise a petit à petit intégré des monuments orientaux et africains. Vous faites ce que vous voulez de cette info. A l'inverse, certains jeux donnent aux monuments un rôle purement patrimonial. Ils n'apportent plus de bonus en lien avec leur fonction initiale. C'est le cas dans la série Age of Empires, où les monuments historiques, encore une fois appelés merveilles, sont des bâtiments qui coûtent très cher et qui font gagner la partie si on arrive à les défendre. Dans le premier Age of, les développeurs n'ont prévu que 5 merveilles qui sont partagées par plusieurs civilisations. On est d'accord, Age of Empires est l'un des meilleurs jeux historiques. Mais là, ils ont fait n'importe quoi. Primo, les Carthaginois, grands ennemis de Rome, n'auraient jamais construit un Colisée. Deuxio, le Temple du Ciel a été construit au Moyen-Âge, donc c'est anachronique. Et Tierso Trimo, la merveille des Sumériens et la pyramide de Khéops, alors qu'ils ont construit le Ziggurat de Our, qui est la merveille des Babyloniens, des Perses et des Hittites. Bref, c'est pas cohérent. D'ailleurs, sur le wiki du jeu, les joueurs en discutent et proposent même des bâtiments qui devraient être des merveilles. Dans Age of Empires 2, les développeurs ont rattrapé le coup. Cette fois, chaque civilisation a sa propre merveille, et c'est marrant parce que sur les 36 civilisations présentes dans la définitive édition, 27 merveilles sont religieuses et 9 sont militaires. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Dans SimCity 4, on peut acheter des monuments historiques. Ils augmentent la valeur foncière des zones alentours et augmentent le prestige de notre ville. Avoir un petit appart avec une vue sur la Tour Eiffel, la Tour de Londres et le Taj Mahal, la classe hein. Par contre, j'imagine pas le loyer. Enfin, dans Tropico 6, jeu où on incarne un dictateur sur une île paradisiaque, on peut construire 17 monuments historiques, comme Stonehenge, la Tour Eiffel ou la Statue de la Liberté. Par contre, j'ai dit construire, c'est voler en fait. Ces monuments attireront des touristes. Ces jeux nous rappellent que le patrimoine est aussi un enjeu culturel et économique. Dans les jeux d'action et d'aventure, les monuments servent aussi de terrain de jeu et de référence culturelle. Dans Overwatch, un jeu de tir à la première personne qui n'a rien d'historique, les développeurs de chez Blizzard se sont sentis obligés sur la carte Paris de placer une vue sur Notre-Dame de Paris et sur la Tour Eiffel. Pareil dans Call of Duty World War II, où on peut apercevoir Notre-Dame de Paris au détour d'une mission dans la capitale. Certains jeux vont plus loin et offrent la possibilité de visiter les monuments. C'est le cas dans le jeu Anti-Terror Force, où en tant qu'agent du GIGN, vous devez aller sauver Jacques Chirac à l'intérieur de l'Elysée. Effectivement, je suis d'accord, ça ressemble davantage à un hôtel campanile qu'à l'idée que je me faisais de l'Elysée. Ah bah non en fait. Plus sérieusement, des jeux comme Tomb Raider prennent comme décor des monuments historiques, la muraille de Chine, le Louvre, etc. Déjà en 1993, Illusion of Time sur Super NES permettait de parcourir Angkor Wat ou la muraille de Chine. Même la série Serious Sam, connue pour sa finesse, met en scène un mercenaire qui lutte contre des extraterrestres dans différents sites historiques, même si la préservation du patrimoine n'est pas au cœur des préoccupations du joueur. Blowing up one of mankind's oldest artworks? Priceless.
Ah, je crois qu'on vient de perdre Stéphane. Les jeux se déroulant dans le monde contemporain offrent aussi la possibilité aux joueurs de découvrir les monuments historiques. Dans Watch Dogs, on peut visiter la ville de Chicago qui a été reproduite avec une très grande fidélité. Et dans Spider-Man sur PlayStation 4, on peut survoler l'île de Manhattan et admirer les monuments emblématiques de la Grande Pomme. Même les jeux post-apocalyptiques jouent avec le patrimoine. Dans une de ses vidéos, Game Next Door explique que les séries de jeux comme Fallout ou The Division jouent avec notre connaissance du patrimoine. Les level designers, en créant des mondes en ruine, créent un décalage avec la réalité contemporaine. Les joueurs comparent alors inconsciemment ce qu'ils voient dans le jeu avec leurs propres connaissances. La valeur du patrimoine apparaît alors lorsqu'il disparaît. C'est ce qui s'est passé dans le monde réel, lors de la destruction de la ville de Palmyre. C'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte qu'on y tient. Les monuments historiques peuvent aussi servir de source d'inspiration pour les level designers. Par exemple, le château de Neuschwanstein, situé en Allemagne, a inspiré le château de la princesse Zelda dans Ocarina of Time, un niveau du jeu Bomb Jack, mais aussi le château de la forêt dans Nier Automata, et les châteaux des Dark Souls 1 et 3. Parmi les jeux qui utilisent le patrimoine comme terrain de jeu, certains ont cherché à être très réalistes. Le plus connu pour ça, c'est Versailles 1685, résultat d'une collaboration entre la Réunion des musées nationaux, la chaîne Canal+, et les studios Cryo Interactive. Dans ce point and click, on enquête sur un pamphlétaire qui en veut à la vie de Louis XIV. Notre enquête nous emmène dans tout le château de Versailles et même dans les jardins. J'ai appris tellement de choses avec ce jeu. Alors c'est vrai, aujourd'hui on peut tilter sur les graphismes et la modélisation des personnages. Halte là, mon garçon! Mais à l'époque, ce jeu était une vraie prouesse technologique. Les pièces du château ont été modélisées à partir de plans, gravures et documents d'archives, des photos ont été prises dans le château, et le mobilier a été reproduit et placé selon les inventaires historiques. Le succès de Versailles a permis au studio de créer toute une série de jeux du même type, dans lesquels il y avait aussi un mode visite libre. On pouvait visiter les monuments sans aucune narration. Une idée qui aura un grand avenir. Justement, s'il y a une franchise qui a poussé le concept encore plus loin, c'est Assassin's Creed. Bon, désolé, c'est pas ma faute. Jouer avec les monuments historiques a fait partie de la franchise dès le premier jeu de la série. Renaud Persson, World Director chez Ubisoft, expliquait notamment « Il y a des architectures qui envoient des stimuli aux joueurs et qui lui donnent envie de les explorer. Qui n'a pas pris du plaisir à escalader le Parthénon dans Odyssey, les pyramides dans Origins, Notre-Dame de Paris dans Unity, ou même de découvrir la chapelle Sixtine dans Brotherhood. Le travail sur les bâtiments est colossal d'ailleurs. Pour construire Notre-Dame de Paris, il a fallu 5000 heures et 14 mois de travail de la part de Caroline Mius. En plus, dans le jeu, on pouvait apprendre des infos sur les monuments grâce à des petites notices qui apparaissaient lorsqu'on passait à côté. Mais depuis Origins, ces notices ont été remplacées par le Discovery Tour. C'est un mode à part où on peut suivre des visites guidées dans le décor d'Assassin's Creed. C'est du tourisme historique, quoi. Il y a même un mode photo. Phénomène intéressant, après l'incendie de Notre-Dame de Paris en avril 2019, des joueurs sont retournés dans Assassin's Creed Unity pour revisiter la cathédrale. Ce sont les joueurs qui ont décidé d'y retourner, parce que pour eux, c'était la représentation la plus fidèle de la cathédrale. Pourtant, toutes ces représentations sont imparfaites. Il y a quelques années, la technologie ne nous permettait pas des reconstitutions réalistes. Aujourd'hui, même si on a les moyens techniques, les reconstitutions ne sont toujours pas parfaites. Pour reprendre l'exemple de Notre-Dame, dans Assassin's Creed Unity, qui se déroule durant la Révolution française, on peut voir que les vitraux ne sont pas bons, c'est une question de droit. Et au sommet de la cathédrale, on trouve la flèche qui n'a été construite qu'au 19e siècle par Viollet-le-Duc. On retrouve des erreurs similaires dans le jeu Velvet Assassin, où les clochers de la cathédrale sont surmontés de 2 flèches, ou dans The Guild 3, où la cathédrale est méconnaissable. Après l'incendie de Notre-Dame, les journalistes se sont demandé si Assassin's Creed pouvait aider à la reconstruire. Réponse, non. C'est un jeu et pas un plan d'architecte. On retrouve le même problème sur les pyramides de Gizeh dans Assassin's Creed Origins. En regardant de loin et rapidement, on pourrait penser que les pyramides sont fidèles. Mais si on regarde dans le détail, on remarque que les pièces intérieures sont trop grandes et que les rangées de pierres extérieures sont uniformes. Alors qu'on sait, par des relevés effectués au 19e siècle, que les rangées de pierres ont des hauteurs différentes. Le jeu nous ment. Ces erreurs s'expliquent par le gameplay. Renaud Persson, encore lui, nous dit « Après avoir modélisé la réalité, nous modifions l'espace pour le mettre au service du joueur. » Jean Guédon, game director sur Origins, m'avait expliqué que ces erreurs étaient dues à des choix de game design. Pour que le joueur puisse escalader la pyramide de manière fluide, il fallait que les pierres soient de la même taille. Et pour que la caméra puisse suivre le joueur dans la pyramide, l'espace intérieur devait être agrandi. Le réalisme esthétique n'est pas toujours parfait. Mais tout est-il à jeter ? Je ne crois pas. Je pense qu'il faut dépasser la simple critique esthétique
Je crois que les jeux vidéo historiques ont le mérite de replacer les monuments dans leur contexte géographique et chronologique. J'en fais un peu trop là, non? Si on réfléchit, le patrimoine que l'on visite aujourd'hui est tout aussi imparfait que celui que l'on visite dans les jeux vidéo. Les bâtiments d'aujourd'hui ne sont plus ceux qu'ils ont été autrefois. Ils ont connu des modifications, parfois très importantes. Certains monuments ont même disparu. Lorsque l'on visite un monument historique, on essaye d'imaginer, grâce au guide, comment le bâtiment était avant. Qui vivait là? Certains sites proposent même des visites en réalité virtuelle pour faire voyager leurs visiteurs dans le temps. Les bons jeux vidéo ont le pouvoir de redonner de la vie aux monuments historiques. Comme dans Kingdom Come Deliverance, où l'on voit que les châteaux ne sont pas que des forteresses, mais surtout les lieux de vie des seigneurs avec leurs gens. Lorsque l'on visite le château de Versailles aujourd'hui, il est impossible d'emprunter l'escalier des ambassadeurs, qui existait au temps de Louis XIV, mais qui a été détruit sous le règne de Louis XV. Alors que dans le jeu de 1996, on peut le faire. Parcourir le Colisée dans Assassin's Creed Brotherhood permet de se rendre compte qu'au XVIe siècle, il était déjà en ruine. La dernière manière de découvrir le patrimoine dans les jeux vidéo, c'est lorsque ce sont les joueurs eux-mêmes qui le construisent. Le jeu le plus connu pour ça, c'est Minecraft, véritable boîte de Lego virtuelle. Certains joueurs ont reproduit avec minutie des monuments comme Notre-Dame de Paris ou le Golden Gate de San Francisco. Parfois, les joueurs reproduisent des monuments nettement moins connus. Sur ce serveur, par exemple, on peut admirer une reproduction de la cathédrale de Rodez. Des joueurs créent parfois des mods pour des jeux comme Fondation ou Cities Skyline afin d'ajouter des monuments à construire. Ça montre que certains joueurs sont vraiment attachés à leur patrimoine. Ah mais non, j'avais oublié, les jeux ça rend violent. Non mais moi jamais mes enfants ne joueront à un jeu vidéo, cela rend beaucoup trop violent. Trude, viens ici! Pour finir, j'ai découvert le jeu Monuments Flipper, qui doit sortir cette année. Dans ce jeu, on devra aider à la reconstruction de monuments historiques endommagés. La bande-annonce nous montre Notre-Dame de Paris en flammes et ce que l'on pourra faire pour la réparer. Vérifier les plans, restaurer les fresques et bien d'autres tâches. Incroyable. Ah, je crois qu'on vient de retrouver Stéphane. Tous les jeux vidéo qui parlent d'histoire ne peuvent s'empêcher d'intégrer les monuments historiques. Mais on peut aller plus loin. On peut se demander si les jeux vidéo ne créent pas un patrimoine commun à tous les joueurs. Par exemple, le château de Peach dans Mario apparaît la première fois en 1996 dans Super Mario 64, puis le château est apparu dans de nombreux jeux de la franchise. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un pouce bleu, à la partager sur vos réseaux, et si c'est pas déjà le cas, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire en jeu. En attendant, portez-vous bien, salut!